Parfait. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire-là qui va nous permettre de lancer le nouvel appel à projet et vous donner davantage d'informations sur le contexte et les différents éléments là, qui composent l'appel à projet 2023-2024 pour le programme Affluent maritime, le programme PAM. Donc, je vais débuter les 5 prochaines minutes là, en vous livrant quelques messages d'intérêt général et de contexte qui sont liés à cet appel de projet-là. Et par la suite, Frédéric Olivier va davantage vous présenter des éléments qui font appel techniquement, là, qui sont liés à l'appel techniquement du PAM. Et il y aura, pour finir avec une courte période de questions, là, notre ambition, c'est de terminer le tout pour 13 heures au plus tard. Voilà. Donc, j'y vais avec mes quelques messages. Certains des messages que je fais passer sont essentiellement des rappels pour les gens qui ont déjà déposé des demandes financières au PAM. Et pour les autres, ben, ce sera des éléments de contexte qui pourront vous être utiles. La première chose que je tiens à rappeler, c'est les limites territoriales de ce programme-là. Vous savez sans doute que le Fonds d'Action Saint-Laurent reçoit un financement, entre autres, du MTQ, mais également d'autres partenaires. Et ce financement-là est partagé entre deux programmes, soit le programme PBM ou le programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent, ainsi que le programme Affluent maritime. Comme son nom l'indique, le PAM, donc le programme Affluent maritime, celui qui fait l'objet du webinaire aujourd'hui, est essentiellement associé à des interventions, des projets qui doivent cibler les tributaires du Saint-Laurent. Et donc, c'est important que vous ayez ça en tête lorsque vous allez écrire et produire vos demandes. Ne déposez donc pas de demande de projet qui pourrait avoir lieu sur les berges du Saint-Laurent, alors que vous le déposez au PAM. Il faut à ce moment-là diriger votre demande vers le PBM, le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent. Le PAM est donc strictement limité aux interventions qui doivent se faire sur des tributaires du Saint-Laurent. Pour les tributaires du Saint-Laurent, il y a également une certaine forme de hiérarchisation qui se fait. Donc, évidemment, on cible davantage, on priorise les projets qui se font sur des tributaires assez importants du Saint-Laurent et, dans un second temps, sur des territoires qui peuvent avoir une influence sur l'État du Saint-Laurent. Donc, il pourrait être sur des tributaires secondaires, mais évidemment, notre premier choix va vers des tributaires importants de niveau 1 qui se déversent dans le Saint-Laurent directement. Contexte général de l'appel de projet actuel, je tiens à rappeler quelques éléments. En fait, un peu à cause de la question politique, la question des élections toutes récentes, le FASL n'a pas encore signé l'entente de renouvellement pour les années 2023-24 et 24-25 associées au financement en lien avec le ministère des Transports du Québec qui finance via la stratégie maritime du Saint-Laurent, ou si vous aimez mieux, Avantage Saint-Laurent, une large part des activités liées au Fonds d'Action Saint-Laurent, donc ces deux programmes principaux, le PAM et le PBM. On n'a pas encore signé l'entente, quoique celle-ci, administrativement, elle a bien cheminé, elle est pratiquement prête à être signée, mais donc ce sera suite à notre prochaine rencontre avec la ministre, Mme Guilbeault, qu'on pourra probablement signer l'entente. Ceci dit, c'est un élément sur lequel le Fonds d'Action Saint-Laurent n'a aucun contrôle pour ce qui est des répercussions possibles sur un calendrier de financement. Mais malgré le fait qu'on n'ait pas de contrôle là-dessus, on espère toujours, on est très optimiste à l'idée que cette entente-là et le versement du financement associé à l'entente sera versé dans les premiers mois de l'année 2023 et que ça n'occasionnera pas aucun retard sur le paiement et de vos futures ententes avec le Fonds d'Action Saint-Laurent. Cependant, vous devez quand même savoir que c'est un élément sur lequel on n'a pas de contrôle au moment où on se parle. On a quand même pris la décision au Fonds d'Action Saint-Laurent de lancer les deux appels de projet, soit celui du PAM et du PBM, selon un calendrier régulier, donc c'est-à-dire à cet automne-ci, afin de faire quand même tous les processus d'analyse de façon à être prêt
fin prêt, dès le début de l'année 2023, à rendre notre décision à l'égard des projets qui seront financés et de ceux qui ne pourront pas l'être. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite quand même, en date du 18 novembre au plus tard, à déposer vos demandes de financement. Je vous invite évidemment à discuter avec Frédéric Olivier. Si jamais vous avez des questions au préalable, là, avant votre dépôt de projet, c'est toujours intéressant de savoir si votre projet est éligible. Donc, on vous incite grandement à contacter nos employés pour voir si les projets que vous pensez déposer sont éligibles. Troisième point, en termes d'éligibilité, sachez que notre priorisation se fait sur 3 champs d'intervention particuliers. Les projets de mise en valeur, les projets de protection ou conservation et les projets de restauration. Ce sont les 3 champs qui vont davantage susciter notre intérêt et notre priorisation. Cependant, c'est possible aussi de déposer des projets qui ont une valeur davantage de sensibilisation et d'éducation ou d'acquisition de connaissances. Mais on commence toujours par donner une préséance aux projets de restauration, conservation ou mise en valeur. Donc, c'est possible que votre projet soit tout à fait valable, soit tout à fait intéressant, mais qu'il ne soit pas priorisé parce qu'il n'entre pas dans les 3 premiers champs d'intervention. Encore là, le dépôt des projets est tout à fait valable. Sachez également que des projets pourraient être refusés dans un premier temps, mais on garde tous les projets en banque de façon à ce que s'il y a en cours de route des refus ou s'il y a en cours de route des désistements de financement, on peut à ce moment-là piger dans ce qu'on appelle notre banque de projets. Et ça s'est déjà vu par le passé que les projets, dans un premier appel de projet, étaient refusés pour ensuite se voir être financés quelques mois plus tard. Autre message que je tiens à passer parce que c'est une situation qui a été portée à notre connaissance à quelques moments donnés. Il y a certains organismes qui déposent des demandes de financement, mais qui font des demandes de financement sous la forme de dédoublement de financement des demandes. C'est-à-dire qu'ils vont demander les mêmes enveloppes essentiellement à 2 fondations simultanément et ils associent ces 2 demandes-là donc à la demande réciproque d'un côté et de l'autre. Par exemple, on a vu des organismes qui demandaient les mêmes financements au FASL et au FFQ, et les messages qui étaient envoyés à chacun des 2 organismes étaient un petit peu contradictoires. Sachez qu'on on organise des rencontres entre la FFQ, entre le PIC, entre certains autres programmes avec les agents du FASL. Donc, on est à même de détecter assez rapidement s'il y a ce genre de pratique, disons-le, un petit peu borderline. À ce moment-là, c'est sûr que les organismes qui s'essayent à faire ce genre de pratique-là et qui demandent 2 fois le même financement à 2 organismes différents pour les mêmes projets, bien évidemment, c'est des demandes qu'on juge non appropriées et qui sont assez rapidement écartées. Donc, soyez vigilants à ce moment-là. Encadrez bien vos chargés de projet parce que on a vu aussi que par le passé, des fois, ce n'est pas tant la recherche d'un effet, disons, non approprié, mais peut-être plus associé à de l'inexpérience pour les demandeurs. Donc, c'est important d'encadrer vos gens de façon à ce que les demandes soient bel et bien conformes et ne suscitent pas du dédoublement chez plus d'un programme. Enfin, dernier point, vous savez qu'on est dans un contexte de demande annuelle. Donc, il faut faire des demandes sur une seule année. Donc, c'est des demandes pour des projets réalisables en 12 mois ou moins. Si vous avez des demandes qui sont associées à l'obtention d'un certificat d'autorisation ou MELCC et que vous n'avez pas, au moment où on se parle, déjà entre les mains ces certificats-là, sachez que vos demandes risquent de ne pas être retenues. Pourquoi? Parce que, par expérience, on sait bien que les demandes en termes de certificat d'autorisation ou MELCC génèrent des délais maintenant de minimalement de 6 mois, mais plus souvent qu'autrement.
autrement, de 9 à 15 mois avant d'obtenir les certificats d'autorisation. Et dans un contexte comme ça, nous, on ne peut pas se permettre de soutenir des projets qui n'ont pas déjà obtenu tous les documents requis, dont les certificats d'autorisation ou MELCC. Vous devez donc d'avoir a priori déjà entre les mains ce certificat-là au moment d'effectuer la demande. Et je dois aussi vous aviser que les demandes de certificats d'autorisation, nous, on ne peut pas financer le temps requis, l'énergie que vous mettez à faire ces demandes de financement, de certificats d'autorisation-là. Donc, ce n'est pas non plus recevable comme demande là, de payer pour effectuer les demandes de certificats d'autorisation. Voilà les 5 messages que je tenais à vous passer aujourd'hui. Je repasse le micro à Frédéric Olivier, mais je reste disponible jusqu'à 13h si jamais vous avez des questions qui dépassent un petit peu le champ d'attribution de Frédéric Olivier. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup, Jean-Éric. Donc, information pour tout le monde. Dans le chat, vous allez avoir le lien pour justement le programme. Il est marqué 2023, mais comme a expliqué Jean-Éric, c'est que ça va être renouvelé, ça va être 23 et pour les autres dates là, de l'entente. Donc, les critères de sélection ont pas mal été regardés par Jean-Éric. Si vous avez d'autres questions, vous les poserez à la fin. Donc, effectivement, la date de dépôt des demandes est le 18 novembre et non pas le 11 novembre. Et par la suite, tant qu'à être dans les dates, on attend avoir des réponses idéalement avant février, avant mars, avril. C'est notre objectif. Mais étant donné qu'on a un renouvellement que c'est tout à fait hors de notre contrôle, on est à l'immersion un peu du ministère, mais ils sont bien à même là, des réalités du terrain et la nécessité d'avoir le financement là, avant d'être sur le terrain. Cette année, la nouveauté également va être au niveau de l'échange d'informations. Donc, on était beaucoup dans les échanges de courriels, ce qui a amené quelques problèmes avec la grosseur des documents qui ne passaient pas reçus, etc. Donc, on va aller dans le SharePoint. Sur le lien que je vous ai indiqué, vous allez avoir le lien pour vous rendre. En fait, pour faire la demande de préadmission. Cette demande-là va permettre à vous de bien cerner le projet et à moi de bien voir si vous rentrez dans le programme pour ensuite vous inscrire dans le SharePoint. SharePoint qui est dans un outil dans Office 365 pour ceux qui sont au courant. Et à l'intérieur, vous allez avoir un document avec votre formulaire à remplir, un formulaire complet. Vous allez pouvoir aussi téléverser tout ce qui est photos, documents, etc. à ce niveau-là. Je rassure les gens, si vous avez des problèmes avec ça, quoi que ce soit, on reste en communication courriel et je peux vous envoyer des documents à part, mais on va vous demander de vraiment utiliser les nouveaux documents de demande qui sont, soit que je vous fournis, qui sont sur le site, étant donné qu'ils sont améliorés là, pour une meilleure collecte de données qui est plus facile pour nous. Par la suite, un coup que votre projet est admis, mais on va faire la sélection. On s'attend à avoir les décisions autour de février, mars. Et par la suite, évidemment, ça va être si le projet avance, si les signatures sont faibles, là, votre projet va pouvoir aller de l'avant. Un coup que votre projet est confirmé avec le ministère, les dépenses sont admissibles rétroactivement à la date de décision pour 1 an. Donc, vous ne pouvez pas faire sur 1 an et demi ou 2 ans. On est vraiment à l'intérieur de l'année. Également, si vous avez des questions de suivi, etc., tout va se faire à l'intérieur du SharePoint. Donc, pour éviter certaines pertes de courriel, mais si vous avez des questions, évidemment, là, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai envoyé pour m'envoyer des questions par courriel. On va revisiter un petit peu rapidement les territoires d'intervention. En fait, les territoires d'intervention, comme disait Jean-Éric, il va y avoir les tributaires navigables. Donc, ce n'est pas tous les tributaires qui sont à l'intérieur de ça. C'est déterminé par le MTQ. On parle de la rivière Outaouais, on parle de Richelieu,
on parle de Saguenay également et la Mauricie. Donc, c'est en fait ceux qui sont déterminés pour le programme. Les autres qui se jettent directement dans le Saint-Laurent, il n'y a aucun problème. Évidemment, par exemple, il y a une question de distance. Plus on est loin du Saint-Laurent, pas que votre projet n'est pas bon, mais l'impact va être moins grand sur le Saint-Laurent. Donc, on va prioriser ceux qui sont un peu plus proches. Même chose pour les tributaires d'un affluent navigable, tributaires d'un affluent non navigable. Là, on est dans une zone où on va, même si le projet peut être à la limite admissible, il va avoir moins de chances de passer parce qu'on va prioriser ceux qui sont plus vers proche du Saint-Laurent. Aussi, si vous n'êtes pas certain si votre projet est plus sur le Saint-Laurent, sur un tributaire, contactez-moi. Je vous rassure, les documents sont relativement semblables aussi. Donc, si on juge que c'est plus pour le PBM, je vais pouvoir communiquer avec le coordonnateur du projet, M. Alexandre Belland, et on va pouvoir faire le suivi là, sans aucun problème. Et par rapport au projet, évidemment, on a les champs d'intervention. Donc, on a la restauration, on a la protection et on a la mise en valeur. Donc, ces projets-là, on peut les financer jusqu'à 300 000 et 75 du projet. Donc, le 25 qui reste doit provenir de d'autres choses que le provincial. Donc, on ne parle pas de ministère, quoi que ce soit, peut provenir d'un fonds. Par exemple, Fondation de la Faune, ça fonctionne. Et on a également le fédéral, le municipal ou tout autre argent peut être mis à l'intérieur de ça. Il y en a un 10 qui doit provenir en espèces. Et sinon, ça fait pas mal le tour pour vraiment les gros projets. Et on a les deux plus petits projets, les projets qui sont moins mis de l'avant. On parle de la sensibilisation et l'acquisition de connaissances. On parle de 75 000 au total, qui est financé pour 75 toujours du montant. Et en valeur égale, on va toujours prioriser un projet qui est sur le terrain. Et même si vous avez été accepté en acquisition de connaissances pour la première année, ce n'est pas automatique que vous allez être accepté en deuxième année en restauration ou quoi que ce soit, même si les chances là, sont quand même bonnes. Ça fait le tour un peu des présentations des projets, des limites, etc. Donc, on a encore du temps pour les questions. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, soit les écrire dans le chat ou lever la main, puis on va pouvoir prendre les questions là, jusqu'à 13 heures. Donc, j'ai Marie-Camille qui a la main levée. Donc, vous pouvez allumer votre micro, votre caméra. Oui, allô, est-ce que tu m'entends bien? Oui, numéro 1. Parfait. J'ai 3 petites questions. Pour toi, je suis assez avancée dans ma demande. J'ai déjà commencé à remplir le formulaire sur SharePoint. Là, je pense que c'est ça la plateforme. Mais dans le formulaire, c'est quand même écrit de vous renvoyer tous les documents par courriel. Est-ce que c'est encore vrai ou toutes les annexes doivent être mises par courriel? Les annexes vont être mis par courriel, effectivement. Ça doit être une coquille qui a été oubliée d'enlever du document. Là. OK, fait que les annexes par courriel, puis le formulaire juste SharePoint. En fait, excusez-moi, tout ce qui est document, c'est vraiment par SharePoint. Donc, OK. on oublie le courriel pour éviter des pertes de documents ou des documents qui ne passent pas par courriel. Parfait. Puis, dans le formulaire de demande, il y a 2 onglets. Un onglet, le deuxième onglet présente juste comme des calculs, puis il y a comme des erreurs dans les formules. Je sais que je suis peut-être un peu avancée. C'est vraiment une question personnelle. Mais là, je me demandais quoi faire avec ces erreurs de calcul-là. Est-ce que je les laisse comme ça, puis vous vous organisez? Ou... Ces erreurs-là, en fait, l'autre formulaire, c'est pour nous, pour être capable de transférer votre document. Donc, s'il y a des erreurs, occupez-vous pas de l'onglet 2. Donc, Parfait. Tout ce qui est dans l'onglet 1, c'est nous ce qu'on prend. Puis, s'il y a des erreurs dans l'onglet 2, on va le régler en temps et lieu, là, mais faites-vous-en pas, c'est vraiment l'onglet 1 qui est pris là, pour votre projet. Puis, ma dernière question, c'est que j'ai reçu un courriel qui disait que j'avais un avis
Oui. Euh, Tant mieux, il est rendu. c'est pas En fait, trop quoi faire avec ça. ça, il n'y a rien à faire pour ceux qui sont aussi sur le webinaire. Vous aviez, pas sur le webinaire, mais sur SharePoint, vous avez reçu un avis comme de quoi que vous avez été autorisé à recevoir les consignes ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ça, ce que ça fait, en fait, c'est quand on va faire des consignes sur le SharePoint, vous allez recevoir ces courriels-là. Donc, je ne vais pas nécessairement communiquer par courriel quand j'ai des informations générales à vous demander. Mais sinon, je vous envoie par courriel séparément. Mais sinon, par exemple, il reste 4 jours avant la fin ou on a reçu tel type d'information, on va passer par SharePoint. Et c'était juste ce système qui vous a dit que vous avez été rentré à l'intérieur là-dedans. Super. Donc, c'est tout pour mes questions. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. J'ai vu les mains levées, j'ai vu 2 questions. Je vais répondre les questions écrites. Est-ce que le programme pourrait devenir pluriannuel? Ce serait pertinent, je crois. C'est sûr que la réalité de terrain, c'est plus facile quand c'est plus d'1 an. Ça fait partie des discussions qu'on a. Mais encore une fois, c'est le MTQ qui décide à la fin. Mais oui, on est très au courant là, de la réalité du terrain par rapport à ça. Donc, nous avons déjà soumis un projet au PAM. Vous avez répondu que la demande est recevable. Devons-nous en plus compléter les tableaux présents dans le SharePoint? Oui, effectivement, puisque la demande que vous avez remplie, c'est la préadmission. C'est vraiment pour s'assurer que le projet est, on ne perd pas notre temps, vous et moi. Et par la suite, il faut compléter le document intérieur. La première partie est la même, mais par la suite, on rentre plus dans le budget, dans l'horaire de travail. Donc, ça va être important de compléter au total. Oui, le SharePoint doit être complété avant le 18 parce qu'à partir de ce moment-là, on va fermer l'accès. Vous allez pouvoir consulter encore vos documents, mais ça va être plus difficile de rentrer des choses à l'intérieur. Donc, pour le 18, ça va être à remplir. S'il y a des exceptions, quoi que ce soit, communiquez avec moi et on va pouvoir regarder ça ensemble. Frédéric Olivier, peut-être à cet effet-là, un petit message. On n'a pas encore. C'est une approche nouvelle avec le SharePoint. Puis pour l'instant, c'est le PAM qui est associé au SharePoint. On n'a pas encore fait cette adaptation-là pour le PBM. Donc, si vous vous posez la question, là, ça peut semer une certaine confusion. Donc, le PBM est encore, vous procédez encore par le téléchargement du petit formulaire en ligne sur le site du FASL et vous le déposez donc par envoi de courriel, toujours pour la même date, là, en date du 18 novembre. Donc, éventuellement, le PBM aussi va être traité de la même façon, mais on aimait mieux faire notre essai avec un seul des 2 programmes pour commencer. Et l'objectif, c'est de faciliter la vie de tout le monde. Si vous avez quoi que ce soit, ce n'est pas obligatoire de passer par SharePoint. Je peux vous l'envoyer. N'hésitez pas du tout à m'envoyer des courriels. C'est vraiment pour... on est en train de se faire une base d'expertise pour continuer avec ce projet-là. J'avais Mme Linda Fortier qui avait également une question. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Écoutez, j'ai une petite question. J'ai quand même environ une dizaine de partenaires majeurs au projet que je souhaite déposer et il me manque 1 ou 2 lettres d'appui qui sont à venir. Oui. Est-ce que je peux quand même déposer ma demande? Puis si oui, est-ce que j'ai un endroit où je peux le mentionner que ces lettres d'appui sont à venir? Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est vrai pour n'importe quelle lettre de demande, lettre de, par exemple, municipalité qui ont offert une décision du conseil. Il s'agit de mettre le document que cette décision-là s'en vient, que les processus sont à faire. Nous, entre le temps qu'on analyse et le temps de prendre des décisions, vous pouvez nous envoyer ces documents-là, mais idéalement, le dire au début, sinon on va vous revenir en vous les demandant, là. Et nous, la décision, par exemple, que votre projet est accepté, ça va être inconditionnel que oui, toutes les choses sont là. Mais non, des choses comme les lettres de référence, quoi que ce soit, ça peut provenir plus tard. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Ce qui m'amène également à souligner qu'à le 18, lorsque tout ça va être terminé, vos projets, on les revise un peu, on regarde un peu, mais il y a des fortes chances qu'on recommunique avec vous s'il y a des documents qui manquent, s'il y a des choses comme ça. Ça ne va pas enlever la valeur à votre projet. On va juste compléter le projet, l'offre, en fait, la demande,
pour être certain de pouvoir bien analyser le projet. Je Il y a présume que deux mains levées. Oui, c'est ça. Mais c'est les deux personnes qui avaient posé la question tout à l'heure. Je ne sais pas si vos questions étaient terminées. Est-ce que ce sont de nouvelles mains? J'avais. Ouais, OK. Roi Vergel. Désolé si je ne prononce pas comme il faut. Roy. Oui, alors oui, c'est Roy. Excusez-moi. Oui, j'ai une question. Là, sur le site, il y a un formulaire. En fait, ça s'appelle Avis d'arrimage au plan directeur de l'eau. Oui. Et est-ce que ces documents-là, il faut l'envoyer en même temps que la préadmission? Non, ça OK. fait des documents qu'on envoie par la suite pour vraiment venir peaufiner la demande. OK. Puis, dans mon cas, c'est un peu particulier, mon territoire. Moi, je suis sur l'île de Montréal. Donc, nous, on n'a pas vraiment des OBV attribués à ce territoire-là. Donc, est-ce que, par exemple, la table de concertation régionale, ça remplace peut-être, dépendamment des objectifs du PGIR au lieu d'une OBV? Oui, en fait, ça prend tout simplement un document régional qui a la même vision là, un peu. Là. Donc oui, c'est des choses qui peuvent rentrer là, pour ça sans problème. Peut-être que je pourrais compléter, Roy, si tu me permets. C'est sûr que le comité ZIP, Jacques Cartier, comme tu le fais valoir, vous n'avez pas vraiment, vous travaillez surtout sur l'île, donc il n'y a pas de cours d'eau, disons, de tributaires majeurs, mais assurez-vous que si vous faites un dépôt de projet, que ce ne soit pas évidemment sur le Saint-Laurent, disons peut-être la rivière des Prairies ou la rivière des Mille-Îles pourraient être des cibles, là, mais si vous déposez un projet Saint-Laurent, c'est le PBM à ce moment-là qu'il faut cibler. Oui, mais c'est ça. Mais dans mon cas, c'est vraiment dans ce programme-ci parce qu'on vise un bassin versant sur l'île de Montréal qui, ça s'appelle la rivière Alorne, puis ça verse dans le lac des Deux-Montagnes. Donc, je pense que ça rentre dans ce programme-ci. C'est bon. Merci. Peut-être que vous pouvez aussi, quand vous n'êtes pas sûr sur le territoire, c'est toujours bon aussi de nous téléverser une carte. Donc, ça peut nous permettre des fois de discuter entre nous, puis d'arriver avec la meilleure décision et de vous orienter conformément. Là. Donc, quand on a un doute, de toute façon, si vous ne le faites pas, si on a un doute, on va vous recontacter. Mais si vous avez déjà entre les mains une carte, une photo aérienne ou quelque chose comme ça, c'est vraiment intéressant de le faire suivre également. OK. Je vais juste profiter pour une autre question. Et justement, dans les documents de préadmission, là, on doit remplir à plus ou moins c'est quoi le montant qui est demandé. Et là, dans mon cas, moi, pour mon projet, je demande la somme principale au programme PIC. Donc, je cherche un partenaire comme vous pour compléter ma demande. Donc, je n'ai pas vraiment les montants exacts. Donc, est-ce que c'est pas grave si les montants exacts que je vais faire la demande avant le 18 octobre, c'est pas le même quand je vais faire la demande de préadmission? Non, c'est ça. Pour la préadmission, quitte à l'expliquer un petit peu, là, mais c'est vraiment pour cerner le projet si ça fonctionne ou pas. Donc, si la demande est changée pour le 18, à moins que ce soit un changement profond, non, il n'y a pas de problème là. OK, super. Merci. Peut-être que ça ouvre aussi une porte à une occasion que j'ai d'intervenir. Soyez conscient aussi que l'argent du FASL, qu'il provienne du PAM ou du PBM, la contrepartie, l'enveloppe complémentaire, ne peut pas provenir d'une source d'un ministère québécois. Donc, dans le cas, par exemple, du programme PIC, Programme Interaction Communautaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entente qui est bilatérale entre Québec et Canada. Et le programme PIP peut être en partie financé par le fédéral ou par le provincial. Donc, assurez-vous que si votre partenaire pour venir compenser la demande au PAM et le PIC, assurez-vous que c'est bien le fédéral qui va financer la portion du projet, parce que si c'est le provincial, votre demande va être simplement refusée. Parfait. Est-ce qu'il va y avoir d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, le webinaire est enregistré, donc il va être accessible bientôt sur le site. Vous allez pouvoir le revoir si vous avez des questions ou évidemment me réécrire pour quoi que ce soit là, pour faire le suivi.
Donc, rappelez les dates importantes. 18 novembre, ça va être la fin de l'appel à projet. Et on espère avoir les nouvelles du MDQ autour de mars, avril au maximum. Et les décisions devraient tourner autour de février, mars. Je laisse aussi Jean-Éric terminer. Oui, peut-être que je finirai également avec un petit mot. On a bien entendu votre souhait d'avoir des projets pluriannuels. Sachez-le, pour l'instant, ce n'est pas de notre ressort. C'est des conditions que nous impose notre partenaire bailleur de fonds principal. Donc, éventuellement, oui, dans l'optique peut-être d'une refonte ou d'un renouvellement du programme après 2025, on pourra revenir avec des projets pluriannuels, mais pour les 2 prochaines années, ce ne sera pas possible. Par contre, donc, assurez-vous à ce moment-là que vous ayez en main toutes les pièces pour être capable de finir le projet dans les 12 mois. Et particulièrement pour ceux qui travaillent, par exemple, sur des projets de route bleue, je sais qu'il y en a sur les rivières également. Assurez-vous que votre partenaire, dans ce cas-ci, souvent c'est Cano-Kayak Québec, qui soit en mesure de vous fournir son expertise à l'intérieur de 12 mois, parce qu'ils ont une approche qui dépasse généralement les 12 mois et ça pourrait faire en sorte de remettre en cause votre projet. Donc, assurez-vous d'avoir des lettres à ce moment-là de votre partenaire qui s'engage bel et bien à vous fournir tous leurs services à l'intérieur d'une période de 12 mois. Voilà. Non. Main levée, M. Jean-Claude Laroche. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Good. Vous dites que vous ne pouvez pas financer des projets pluriannuels. Si j'ai un projet qui est pluriannuel et que je vous demanderais, par exemple, de contribuer seulement pour une de ces années-là, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? Comment on fait ça? C'est possible. Ah ben, vas-y, Frédéric, Okay, puis je compléterai. Parfait. Si vous avez un début, un milieu, une fin, que vous êtes capable d'identifier à PAM, que vous êtes capable d'avoir un livrable pour ça, ça va fonctionner. Mais si, par exemple, vous construisez un barrage, vous dites, bon, ben la moitié pour PAM, l'autre moitié, ça ne marchera pas. Mais si vous avez vraiment une plantation, une restauration de bande riveraine, quelque chose qui est vraiment identifiable pour le programme, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je ne veux pas faire de généralité, il faudrait peut-être en discuter, là, mais c'est vraiment la clé. Si on est capable d'isoler un projet à l'intérieur du grand projet, oui, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Jean-Éric, si tu veux continuer. Ben, j'allais à peu près dire la même chose. Donc, vous pouvez penser votre projet en phases, en autant que chacune des phases génère un livrable qui, pour nous, est un livrable qui, en soi, est recevable. Donc, vous pouvez donc soit l'avoir en phase ou en sous-projet, décomposer-le en sous-projet. Mais effectivement, l'exemple de Frédéric Olivier est très bon. Dans un vaste projet, par exemple, de restauration d'un milieu côtier, ben, vous avez des plantations qui sont prévues dans l'année 1 ou dans l'année 2. Ben, vous pouvez dire, ben, nous, on va associer le FASL à notre zone de plantation. Évidemment, on va payer que pour cette opération-là à ce moment-là. Et donc, vous pouvez donner le chiffre global du projet dans lequel s'inscrit la demande. C'est toujours bon parce que ça fait augmenter le pourcentage des autres contributions. Par contre, vous devez chiffrer vraiment le coût de l'intervention qui est associé au livrable, qui est associé au FASL. Voilà. Merci beaucoup. Pas mal de tour. Donc, merci beaucoup de votre participation en espérant avoir beaucoup de projets à lire de vous. Et je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Merci à tous.